Fermez les yeux pour un moment et imaginez que vous êtes assis dans la cabine d'un avion. Il est 6 heures de l'après-midi, le soleil se filtre par les nuages et la piste apparaît finalement devant vos yeux après des heures de vol. L'altimètre marque 1000 pieds, puis 500, puis 100. Soudain, un coup sec, les roues touchent l'asphalte. Mais ce qui vient après est ce qui défie réellement la logique. En question de secondes, une masse de 200 tonnes qui se déplaçait à 250 km/h, la vitesse d'une Formule 1 en pleine ligne droite, doit s'arrêter complètement. La violence de la décélération vous pousse contre la ceinture, les moteurs rugissent avec un ton distinct, un son grave et profond, et l'avion tremble comme s'il était en train de lutter contre une force invisible. La question est inévitable. Comment est-il possible d'arrêter quelque chose d'aussi grand, d'aussi lourd et d'aussi rapide en seulement quelques secondes et avec une précision millimétrique ? La réponse n'est pas dans un seul système, mais dans une chorégraphie parfaite où 3 géants travaillent à l'unisson pour dompter l'énergie la plus sauvage. Allons-y. Le problème, 200 tonnes en mouvement. Pour comprendre le défi, nous devons commencer par le début, l'énergie. Quand un avion comme un Boeing 737, avec un poids proche des 65 tonnes vides et jusqu'à 80 avec passagers, combustible et bagages, vole à 250 km/h, il accumule une quantité d'énergie cinétique simplement monstrueuse. Mais si nous parlons d'un géant comme l'Airbus A380, avec ses plus de 500 tonnes en poids maximum de décollage, le chiffre devient presque incompréhensible. Pour le mettre en perspective, l'énergie qui doit se dissiper en atterrissant un avion commercial équivaut à celle d'une voiture familiale lancée contre un mur à plus de 1000 km/h ou à celle de plusieurs centaines de voitures s'écrasant simultanément. Cette énergie ne disparaît pas par art de magie. Elle doit se transformer en autre chose, généralement en chaleur, et le faire de façon contrôlée pour que les passagers ne soient même pas conscients du miracle technique qui arrive sous leurs pieds. Pour y parvenir, les ingénieurs ont conçu 3 systèmes indépendants, mais parfaitement synchronisés. Chacun a une mission spécifique, et ensemble, ils forment une alliance imbattable contre l'inertie. D'un côté sont les spoilers, ou aérofreins, ces surfaces qui s'élèvent sur les ailes, comme si l'avion voulait faire le mort. D'un autre, les inverseurs de poussée qui convertissent les moteurs en géants qui poussent vers l'arrière. Et finalement, le cœur du système, les freins à disque logés dans les roues du train principal, capables de supporter des températures qui fondraient l'acier conventionnel. Aucun d'eux ne pourrait faire le travail seul, mais ensemble, ils réussissent l'impossible. Passer du vol au repos dans l'espace d'une piste de peu de kilomètres. Les premiers à agir, les spoilers détruisent à la sustentation. Le premier mouvement de cette chorégraphie arrive sur l'aile et est peut-être le plus contre-intuitif pour celui qui ne connaît pas la physique du vol. Au moment exact où les roues touchent la piste, des surfaces métalliques situées dans la partie supérieure des ailes se lèvent brusquement. Ce sont les spoilers, aussi appelés aérofreins. Pour l'œil inexpérimenté, ils semblent simplement des planches qui offrent une résistance à l'air, comme si l'avion voulait freiner avec le vent. Mais cela n'est pas sa fonction principale, ni de loin la plus importante. Le véritable travail des spoilers est de détruire la sustentation. Durant tout le vol, les ailes ont été en train de générer une force vers le haut qui maintenait l'avion en l'air. Cette force est la sustentation, et elle est merveilleuse quand vous voulez voler, mais elle est un ennemi quand vous voulez atterrir. Si l'aile continue de générer de la sustentation après le contact avec la piste, l'avion tendra à flotter, à rebondir, à vouloir décoller de nouveau. C'est comme si vous essayiez de freiner une voiture avec le frein à main pendant que quelqu'un soulève les roues du sol avec un cric. Les freins n'ont rien à accrocher. En se levant, les spoilers interrompent le flux d'air sur l'aile, rompant la succion qui génère la sustentation. L'aile, soudainement, cesse d'être une aile et se convertit en une surface plane et morte. Tout le poids de l'avion, ces 200 tonnes, se transfère instantanément aux roues. C'est comme si l'avion se collait à l'asphalte par son propre poids, prêt pour que les freins fassent leur travail. Sans les spoilers, même si les freins étaient très puissants, l'avion patinerait sur la piste sans capacité de s'arrêter. Ils sont le premier maillon de la chaîne, celui qui prépare le terrain pour tout le reste. Les géants qui poussent vers l'arrière, inverseurs de poussée. À peine une seconde après que les spoilers fassent leur travail, le passager écoute un rugissement distinct, plus profond et grave que celui des moteurs en vol. C'est le son des inverseurs de poussée entrant en action. Si vous regardez par le hublot à ce moment, vous pourriez voir des structures métalliques qui s'ouvrent dans la partie arrière des nacelles des moteurs, comme si le moteur était en train de se déployer en 2 moitiés. Le principe est simple en concept, mais complexe en exécution. Les moteurs d'un avion moderne, les turbofans de haut bypass, fonctionnent en aspirant une énorme quantité d'air par devant et en l'expulsant par derrière à grande vitesse.
Ce jet d'air vers l'arrière est ce qui génère la poussée qui propulse l'avion vers l'avant. Les inverseurs, au moyen de portières qui se déploient, dévient ce jet d'air vers l'avant et vers les côtés. Au lieu de pousser l'avion vers l'avant, l'air maintenant le pousse vers l'arrière. C'est comme si le moteur se retournait, mais sans bouger de sa place. Il est important de comprendre que dans les moteurs modernes, on n'inverse pas tout l'air. Le noyau chaud, la partie centrale du moteur où se brûle le combustible, continue d'expulser des gaz vers l'arrière. Ce qui s'inverse est l'air du fan, cette hélice géante et bruyante que vous voyez dans la partie avant du moteur et qui déplace la plus grande partie de l'air. Cette conception évite que les gaz chauds et les possibles restes de combustion soient redirigés vers le fuselage ou vers la piste, ce qui pourrait causer des dommages ou des réingestions dangereuses. L'effectivité des inverseurs est brutale. Dépendant de l'avion et du type de moteur, ils peuvent proportionner jusqu'à 50% de la force de freinage totale durant la course d'atterrissage. Et ils le font sans user aucune pièce par friction, seulement en utilisant la force de l'air. C'est une ressource incroyablement précieuse, spécialement sur des pistes courtes ou mouillées, où les freins conventionnels pourraient ne pas être suffisants. Ce rugissement que vous écoutez n'est pas le moteur qui se plaint, c'est le géant qui pousse vers l'arrière avec toute sa furie pour vous aider à vous arrêter. Le cœur du système, les freins à disque de carbone. Mais si les spoilers préparent le terrain et les inverseurs poussent vers l'arrière, ce sont les freins qui font le travail sale et dur. Et ici, la technologie a fait un saut abyssal par rapport à ce que nous voyons dans les voitures. Les freins d'un avion commercial ne sont pas d'acier, ils sont de carbone, un matériau d'origine céramique qui a des propriétés presque miraculeuses pour cette application. Un frein d'avion typique est un ensemble de multiples disques empilés, comme un sandwich de plusieurs étages. La moitié de ces disques, les rotors, tournent avec la roue. L'autre moitié, les stators, demeurent fixes sur l'essieu. Quand le pilote appuie sur la pédale de frein, un système hydraulique de haute pression pousse tous ces disques les uns contre les autres, en les comprimant avec une force bestiale. La friction résultante est celle qui convertit l'énergie cinétique de l'avion en chaleur. Et comment elle se convertit en chaleur ? Durant un atterrissage normal, les disques de carbone peuvent atteindre des températures de 500 à 800 degrés centigrades. Dans des atterrissages d'urgence ou avec beaucoup de poids, ils peuvent dépasser les 1000 degrés. Pour que vous vous fassiez une idée, l'acier conventionnel à cette température se déforme, perd ses propriétés et cesse simplement de freiner. Le carbone, en revanche, devient plus efficace à mesure qu'il chauffe, dans certaines limites. C'est pourquoi, si vous avez vu atterrir un avion et avez regardé les roues, il est possible que vous ayez vu les disques au rouge vif, brillants comme s'ils étaient de la lave. Cette image, qui pourrait sembler un défaut mécanique, est en réalité la preuve que les freins font leur travail, en absorbant et en dissipant cette énergie monstrueuse. Mais la chaleur est aussi le plus grand ennemi. Si les freins surchauffent, ils peuvent endommager les roulements des roues, les pneus et même le propre train d'atterrissage. C'est pourquoi les avions portent des capteurs de température dans les freins et les pilotes reçoivent des informations sur l'état thermique après chaque atterrissage. Dans certains cas, si la température est trop haute, ils doivent attendre avant de décoller de nouveau ou même solliciter une assistance au sol pour refroidir les freins avec de l'air sous pression. De plus, tout ce système est contrôlé par un système anti-blocage, similaire à l'ABS des voitures mais beaucoup plus sophistiqué. Quand un avion atterrit et applique les freins, les roues peuvent tendre à se bloquer, spécialement sur des pistes mouillées. Si une roue se bloque, le pneu cesse de rouler et commence à glisser sur l'asphalte. En une fraction de seconde, la friction peut brûler la gomme et faire éclater le pneu, laissant l'avion avec un problème grave. Le système anti-blocage détecte quand une roue est sur le point de se bloquer et libère la pression de freinage sur cette roue spécifique, 100 fois par seconde, en permettant qu'elle continue de tourner et en maintenant le contrôle. C'est une danse microscopique de pression et de libération qui arrive sans que le pilote ni les passagers ne le perçoivent, mais qui est essentielle pour la sécurité. À la fin de l'atterrissage, quand l'avion roule déjà lentement vers le terminal, les freins sont incandescents, les inverseurs se sont fermés et les spoilers sont revenus à leur place. L'énergie de 200 tonnes lancée à 250 km/h a été domptée, transformée en chaleur et dissipée dans l'air. Et tout est arrivé en moins d'1 minute, avec une précision et une fiabilité que seule l'ingénierie aéronautique peut offrir. Mais ceci est seulement la première partie de l'histoire. Le système de freinage a plus de secrets, plus de couches de sécurité et plus de technologies attendant d'être révélées. Allons les voir. Le cerveau qui coordonne, l'ordinateur de freinage automatique. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les 3 grands acteurs de cette chorégraphie. Les spoilers tuant la sustentation, les inverseurs poussant vers l'arrière et les freins de carbone absorbant la chaleur infernale.
Mais si chacun agissait pour son compte, sans un directeur d'orchestre, le résultat serait chaotique. Par chance, les avions modernes comptent sur un cerveau qui coordonne tout le processus avec une précision millimétrique, le système de freinage automatique ou auto-brake. Avant d'atterrir, durant les dernières minutes d'approche, les pilotes sélectionnent sur une petite manette de la cabine le niveau de décélération qu'ils désirent pour l'atterrissage. Les options sont habituellement 3, basse, moyenne et haute, bien que certains avions aient un mode maximum pour des urgences ou des pistes très courtes. Cette sélection n'est pas arbitraire, elle dépend de la longueur de la piste, des conditions météorologiques et du poids de l'avion. Si la piste est longue et sèche, le pilote peut choisir une décélération basse pour un atterrissage plus doux et confortable. Si la piste est courte ou est mouillée, il sélectionnera une décélération haute pour s'arrêter le plus tôt possible. Une fois que les roues touchent la piste et que les capteurs confirment que l'avion est fermement au sol, l'auto-brake entre en action. L'ordinateur surveille constamment la vitesse de l'avion et applique la pression de freinage nécessaire pour maintenir le taux de décélération sélectionné, indépendamment du poids ou des conditions de la piste. Si les freins sont froids et répondent bien, la pression sera modérée. Si les freins chauffent et perdent un peu d'efficacité, l'ordinateur augmente la pression pour compenser. Si les inverseurs de poussée fonctionnent à plein rendement, le système réduit légèrement la pression de freinage pour éviter un excès de décélération qui pourrait incommoder les passagers ou soumettre l'avion à des tensions inutiles. L'auto-brake est aussi intégré avec les spoilers. Si pour une raison quelconque les spoilers ne se déploient pas complètement, l'ordinateur le détecte et ajuste la pression de freinage pour compenser le manque de poids sur les roues. C'est un système redondant et profondément intelligent, conçu pour que, même dans les pires conditions, la décélération soit constante, prévisible et sûre. Le pilote peut, à tout moment, annuler le système automatique en appuyant sur les pédales de frein manuellement, mais dans l'immense majorité des atterrissages, l'auto-brake fait le travail seul, libérant l'équipage pour qu'il se concentre sur d'autres tâches critiques, comme maintenir l'avion centré sur la piste ou se préparer pour une possible évacuation. La limite invisible. Pourquoi les pneus n'explosent pas? Pendant que les freins de carbone travaillent à des températures d'enfer, il y a un autre composant soumis à un stress tout aussi brutal, les pneus. 4, 6, 8 ou même 16 roues, dépendant de l'avion, qui au moment de l'atterrissage passe d'être en train de tourner librement dans l'air à supporter, en une fraction de seconde, le poids de dizaines de tonnes et une vitesse de rotation qui passe de 0 à plus de 1000 révolutions par minute en un instant. La question est obligée, comment est-il possible qu'ils n'éclatent pas comme du pop-corn ? La première réponse est dans le gaz qui les gonfle. Les pneus d'avion ne se remplissent pas avec de l'air comprimé, comme ceux d'une voiture, mais avec de l'azote pur. L'air normal contient de l'oxygène, et l'oxygène à haute température et pression est hautement réactif. Dans un pneu qui peut atteindre des températures proches des 100 degrés centigrades seulement par la friction avec la piste, et qui de plus reçoit la chaleur radiante des freins au rouge vif, l'oxygène pourrait provoquer une combustion interne ou une dégradation accélérée du caoutchouc. L'azote, étant un gaz inerte, élimine ce risque. De plus, l'azote est plus stable face aux changements de température, ce qui signifie que la pression à l'intérieur du pneu varie beaucoup moins qu'avec de l'air, quelque chose de crucial pour maintenir le rendement dans des conditions extrêmes. Le deuxième secret est dans sa construction. Un pneu d'avion n'est pas une simple pièce de gomme. C'est une structure d'ingénierie avec des couches d'acier, de nylon et de kevlar, conçus pour supporter des charges qui feraient imploser n'importe quel pneu de voiture. Ils sont certifiés pour supporter des vitesses allant jusqu'à 400 km/h avant d'éclater et peuvent supporter des charges allant jusqu'à 38 tonnes par roue dans les avions les plus grands. Leur bande de roulement est étonnamment fine, d'à peine quelques millimètres, parce qu'ils n'ont pas besoin de durer des milliers de kilomètres comme ceux d'une voiture. Ils ont besoin de s'agripper à la piste avec ongles et dents durant quelques secondes, une et encore une fois, et ensuite être remplacés. Un avion commercial peut passer par plusieurs jeux de pneus par an et chacun d'eux a été conçu pour se sacrifier dans sa mission. Offrir l'adhérence maximale au moment critique, même si cela signifie s'user rapidement. Quand vous voyez cette petite fumée blanche qui parfois sort des roues en touchant la piste, ce n'est pas un éclatement, c'est la bande de roulement faisant son travail, laissant un peu d'elle-même sur l'asphalte pour que vous puissiez arriver sûr au terminal. La piste aussi freine, le facteur surface. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de ce que fait l'avion pour s'arrêter, mais il y a un facteur externe tout aussi important, la propre piste. L'asphalte ou le béton sur lequel roule l'avion n'est pas une surface lisse et continue. Si vous regardez avec attention une piste d'atterrissage, vous verrez qu'elle est sillonnée par des milliers de petites rainures transversales, comme un disque de vinyle géant.
Ce rainurage n'est pas décoratif. Sa fonction est de sauver des vies. Quand il pleut, l'eau s'accumule sur la piste. Si la surface était lisse, les pneus, en tournant à haute vitesse, pourraient littéralement flotter sur une fine couche d'eau, perdant tout contact avec l'asphalte. C'est le phénomène de l'hydroplanage ou aquaplaning, le même qui fait qu'une voiture perd le contrôle sur une route mouillée. Les rainures agissent comme des canaux de drainage, proportionnant une voie d'échappement pour l'eau et permettant que le pneu maintienne le contact sec avec la piste. Sans elles, un atterrissage avec de la pluie serait une roulette russe. Mais la conception de la piste n'est pas suffisante. Il faut mesurer constamment sa capacité de freinage. Pour cela existent les chariots de freinage, véhicules spécialisés qui parcourent les pistes en mesurant le coefficient de friction en différents points. Ces données sont envoyées aux contrôleurs aériens et, à travers eux, aux pilotes qui sont sur le point d'atterrir. Si le rapport indique que la piste est glissante, les pilotes ajustent leurs calculs, augmentent la décélération sélectionnée dans l'autobreak et se préparent pour une course de freinage plus longue. La différence entre une piste sèche et une piste mouillée peut être de centaines de mètres dans la distance nécessaire pour s'arrêter. Et cette différence, mal calculée, peut être celle qui sépare un atterrissage sûr d'une sortie de piste. La fin de la course, la fumée, l'odeur et la sécurité. Pour le passager, l'atterrissage est une expérience sensorielle intense. Le bruit des inverseurs, ce rugissement profond qui semble que le moteur va se détacher. Le tremblement du fuselage quand les spoilers se lèvent et les freins mordent les disques. Et parfois, une odeur caractéristique, légèrement âcre, de brûlé, qui se glisse par les grilles de ventilation. Certains voyageurs s'alarment, pensent que quelque chose brûle. La réalité est beaucoup plus mondaine et rassurante. Cette odeur est, simplement, celle des freins travaillant. Quand les disques de carbone atteignent des températures de 600 ou 800 degrés, les particules microscopiques qui se détachent de la friction génèrent cet arôme inconfondible. C'est la même odeur, mais à bien plus grande échelle, que vous pouvez percevoir quand une voiture freine très fort dans une descente prolongée. Et la fumée que parfois vous voyez sortir des roues n'est pas une fumée d'incendie, mais de la poussière de carbone et de la vapeur d'eau, le témoignage visuel que les freins font leur travail, transformant l'énergie du mouvement en chaleur. Quand l'avion arrive au terminal et les passagers débarquent, commence un autre processus invisible mais essentiel. Les mécaniciens au sol s'approchent du train d'atterrissage avec des lampes torches et des thermomètres infrarouges. Ils mesurent la température de chaque frein. Si l'un d'eux est hors des limites, ils le marquent pour qu'il refroidisse avant le prochain vol ou, dans des cas extrêmes, pour son remplacement. Ils inspectent les pneus à la recherche de coupures, d'usures irrégulières ou de signes de surchauffe. Chaque détail reste enregistré dans le livre de maintenance de l'avion. Parce qu'en aviation, la sécurité ne se termine pas quand l'avion s'arrête. Elle continue jusqu'à ce que le dernier passager ait débarqué et le dernier mécanicien ait signé que tout est en ordre pour le vol suivant. La question du million, combien mesure la piste minimale ? Nous arrivons ainsi à la question que beaucoup de voyageurs se posent quand ils atterrissent dans des aéroports fameux pour leurs pistes courtes, comme celui de London City ou celui de LaGuardia à New York. Combien de pistes a besoin réellement un avion pour s'arrêter ? La réponse n'est pas un nombre fixe. C'est une équation complexe que les pilotes et les répartiteurs de vol calculent avant chaque décollage et chaque atterrissage. La longueur de piste requise dépend de plusieurs facteurs. Le premier est le poids de l'avion. Plus il est lourd, plus il y a d'énergie cinétique à dissiper et plus de distance pour freiner. Le deuxième est l'altitude de l'aéroport. À une altitude plus élevée, l'air est moins dense, les moteurs génèrent moins de poussée inverse et les freins sont légèrement moins efficaces. Le troisième est la température. La chaleur affecte le rendement des moteurs et la capacité de freinage. Et le quatrième, et plus variable, est l'état de la piste. Mouillée, avec de la neige, avec de la glace, chaque condition a un coefficient de friction différent qui allonge la distance de freinage. Pour se couvrir face à l'imprévisible, l'aviation utilise le concept de piste mouillée comme standard de sécurité. Même si le jour est ensoleillé, les calculs de longueur de piste se font comme si elle était mouillée, avec une marge additionnelle. Et pour les aéroports avec des pistes spécialement courtes, les avions doivent être certifiés pour opérer là-bas. Cela implique des tests spécifiques où le fabricant démontre que, avec les freins et les inverseurs au maximum, l'avion peut s'arrêter dans cette distance avec une marge de sécurité. Le résultat est que, quand un avion atterrit à London City, bien que la piste paraisse minuscule et que le freinage vous pousse contre la ceinture, tout est calculé au millimètre pour que le résultat soit sûr. La prochaine fois que vous volerez et sentirez cette secousse des freins, ce rugissement des inverseurs et cette légère odeur de brûlé, rappelez-vous tout ce qui est en train d'arriver sous vos pieds. Rappelez-vous les disques de carbone au rouge vif, les pneus d'azote agrippant la piste rainurée,
les ordinateurs ajustant la pression 100 fois par seconde et les pilotes prêts à prendre le contrôle si quelque chose échoue. Arrêter 200 tonnes lancées à 250 km/h n'est pas un miracle. C'est de l'ingénierie, c'est de la redondance, c'est de l'entraînement, et c'est une obsession pour la sécurité qui n'a pas d'équivalent dans aucun autre moyen de transport.